Précédemment, dans Cartel Nord. Le patron de la Tour K, le chef du plus grand supermarché de la drogue de Marseille, Nordine Achouri, est condamné par la juge Antarelli à 8 ans de prison ferme. En fait, la nature a horreur du vide, surtout au niveau des trafics de stupes. C'est toujours la vérité aujourd'hui. Des réseaux de plus en plus structurés, organisés, professionnalisés, désormais plongés dans une spirale qui semble sans fin. De son propre aveu, il ne se prédestinait pas à être en première ligne face au trafic de drogue, mais au terme de sa carrière, Patrick Ardide, 67 ans, a tout vu, tout connu de la montée du narcotrafic à Marseille. Tour à tour, juge des enfants, juge d'instruction, président de la 7e chambre correctionnelle et désormais magistrat honoraire, il a jugé certaines des affaires les plus emblématiques liées au trafic de stupéfiants. Sa carrière, son expérience, son regard offrent dans ce 6e et dernier épisode de la saison 4 de Cartel Nord un point de vue inédit sur l'évolution et le rôle de la justice face au narcotrafic. Bienvenue dans la 4e saison de Cartel Nord, plongé dans les coulisses d'un procès hors norme. Un podcast original, La Provence. Épisode 6, les confessions d'un juge face au narcotrafic. Au crépuscule d'une carrière dans la magistrature, Patrick Ardide est un témoin clé de l'évolution du grand banditisme. D'abord juge des enfants, puis juge d'instruction, il est entre 2012 et 2020 le président de la 7e chambre du tribunal correctionnel de Marseille, celle qui a jugé quelques-unes des grandes figures du narcobanditisme, comme Nordine Achouri. Des premiers trafics à l'emprise des réseaux dans les cités, le juge Patrick Ardide a ainsi observé ce basculement et l'essor du trafic de stupéfiants. Dans les années 80-90, jusqu'aux années 2000, j'étais à l'instruction. C'est vrai que c'était une période charnière. Pourquoi ? Parce qu'on parlait essentiellement des drogues dures à l'époque, l'héroïne. À côté, dans les cités, il y avait déjà plus ou moins des points avec des familles connues qui s'adonnaient à la consommation de ce qu'on appelait à l'époque des drogues douces. Donc c'est sur ce fond-là que ce microtrafic de stupéfiants n'avait pas beaucoup d'importance. Il ne générait pas beaucoup de problèmes d'ordre public, je dirais. Ce n'est que dans les années 2000-2005 que là, les choses vont prendre une autre tournure. Dans les années 2000, ce microtrafic, comme le définit Patrick Ardide, prend de plus en plus d'ampleur et les premières grosses affaires arrivent sur sa pile de dossiers au tribunal correctionnel de Marseille. Avant que j'arrive, je crois qu'il y avait eu ce qu'on appelle le dossier de la filière tunisienne, je crois que c'est dans les années 2006, qui était un procès gigantesque sur fond de trafic de cannabis essentiellement. Ensuite, à partir de 2008, on va avoir régulièrement, je dirais une fois par trimestre, un dossier qui concernait un point de stup qui avait été plus ou moins démantelé, mais pas avec des personnages très très importants. Le gérant, les vendeurs, les choufs, vous voyez ce que je veux dire, des saisies qui n'étaient pas très importantes. Dans cette période-là, beaucoup de dossiers que nous avions étaient des dossiers liés plutôt à l'importation de stupéfiants. Alors ça pouvait être des dossiers liés à la cocaïne, et puis aussi des gros dossiers d'approvisionnement de cannabis. Mais c'était l'affaire Corseus. Corseus, du nom en 2008 de cette affaire hors norme, véritable go-fast aérien de cannabis, symbole de la nouvelle dimension prise par le trafic de stupéfiants. Alors là, si vous voulez, c'était le banditisme corse qui utilisait des hélicoptères qui partaient d'Ajaccio, qui refuelaient sur le territoire français, le territoire espagnol, arrivaient dans le Rif, chargeaient entre 500 et 1 tonne de cannabis, et qui les transportaient jusqu'aux hauteurs de Béziers, si vous voulez, dans des petits villages, où ils atterrissaient au milieu de nulle part. La drogue était récupérée, toujours par des équipes corses, qui les remettaient dans un village un petit peu plus loin, à des grosses équipes du 93 qui remontaient vers Garges-les-Gonesse, etc., avec des go-fast. On avait ce type de dossier. À la même époque, nous avions les bateaux de la Marine nationale qui arraisonnaient en Méditerranée des go-fast qui arrivaient du Maroc de nuit.
des Zodiacs qui étaient chargés de 801 tonnes de cocaïne, et vous aviez la Marine nationale qui, alors ils jetaient la drogue, on attrapait les types, on les amenait à Toulon, ils étaient déférés à Marseille, incarcérés, condamnés. Donc si vous voulez, ce sont ces réseaux-là qui arrivaient en tout cas devant la 7e chambre au milieu de petits réseaux, de points de vente. Ça c'était un petit peu le quotidien banal, mais c'était pas des grands réseaux de cités qu'on avait à cette époque-là au tribunal. Affaire Corséus, saisie de la Marine nationale, à la fin des années 2000, ces dossiers démontrent le niveau d'organisation des trafiquants pour alimenter les réseaux de trafic de drogue. Patrick Ardide prend alors la mesure de la logistique des filières d'importation de cannabis et en 2008, une autre affaire lui fait prendre conscience, cette fois-ci, de la structuration des réseaux de cités et des méthodes violentes utilisées pour la vente de stupéfiants. Je crois qu'on ne mesurait pas l'étendue de ce qui se passait. On l'a mesuré à partir de l'affaire des Iris. C'est une affaire qui s'était déroulée dans la cité des Iris en 2008. C'est une cité avec un réseau de stupéfiants qui n'a pas été d'ailleurs ceux qui marquent le plus la vie marseillaise, les Iris. Bon. Et un jeune n'a pas été choisi ce jour-là comme vendeur. On a choisi un autre. Il est mécontent. Et il va décider, pendant la vente, d'aller braquer le vendeur et de lui voler sa sacoche avec le produit. Donc il se poste au 4e étage, le vendeur est au 1er, il descend, il le braque et il sort de l'immeuble avec un calibre en train de tirer, d'un côté avec la sacoche dans la main, de l'autre côté avec un calibre de tirer. Immédiatement, les grands frères, c'est-à-dire ceux qui sont plus âgés, plus costauds, qui passent leur vie entre la cité et la salle, sont sur le qui-vive. Le course l'interpelle et il va être amené dans une cave où il va être torturé pendant plusieurs heures. Et là, ils vont lui planter 24 coups de couteau, ils vont le frapper avec des barres de métal. Le gars va hurler de douleur. La cité entend les cris. Parce que ça sert aussi à montrer aux autres qu'on est dans la place, on est les patrons et que ça doit marcher comme il se doit. Des gens vont anonymement appeler la police. C'est la sûreté qui va pouvoir entrer. Et c'est la sûreté qui intervient. Qui va pouvoir extraire le jeune pendant que ils sont victimes de jets de pierre, de tout ce que vous imaginez. Et ce jeune va mourir, je crois que c'est à l'hôpital l'Aveyran, dans les heures qui vont suivre. Donc, la description dans ce dossier des violences était proprement insupportable. À partir de là, une enquête a été mise en place. Alors, il est bien évidemment, comme c'est l'Omerta, la police avait mis en place un numéro vert où des gens anonymes dénonçaient, etc. Donc, on avait des éléments, mais qui étaient des éléments anonymes, des conversations anonymes, des gens qui expliquaient ce qui s'était passé. Donc, les policiers arrivaient déjà à cerner autour de qui s'intéressait. Et puis, ceux qui ont parlé, ce sont les mineurs, les petits. Je me souviens d'une gamine qui avait 12 ans, qui avait assisté à la scène et qui a été entendue par la police et qui a raconté tout ce qui s'était passé. J'ai vu un tel faire ça, je les ai vus, j'ai vu un tel descendre à la cave, etc. Et dans l'interrogatoire de cet enfant, parce que c'était même pas une adolescente, voilà, elle expliquait qu'elle allait à l'école, elle revenait de l'école, elle montait, elle prenait son goûter, elle déposait son cartable et ensuite elle descendait pour faire le guet sur le plan de stup. Et vous aviez ainsi des témoignages d'enfants qui faisaient ce type de déclaration. Bon, et là, vous vous rendiez compte que là, vous aviez affaire à un monde très, très particulier qui se mettait en place. Celui de la terreur des réseaux, d'une cité qui a peur, et des actes de torture et qui vont amener la mort d'un type qui s'était manqué, qui était un imbécile, en fait. Voilà. Et donc, l'enquête a été divisée en deux parties. C'est-à-dire que, d'une part, les policiers ont réussi à arrêter les auteurs, qui ont été déférés devant la cour d'assises, enfin, qui ont été jugés par la cour d'assises pour le meurtre de ce jeune. Et nous, en 7e chambre, nous avions l'aspect trafic de stupéfiants des Iris. Donc, nous avons dû juger ce dossier et il apparaissait que cette cité des Iris
plan stup appartenait à un autre individu qui était issu des Iris, mais qui vivait plus aux Iris, et qui vivait dans le 93, à Aulnay-sous-Bois. Qui était marié, tous les mois il y a quelqu'un qui lui montrait l'argent du réseau, avec des sacs d'argent. Et donc ce procès révélait déjà, si vous voulez, toutes ces méthodes de cité, de territoire. Des filières d'importation organisées, des réseaux de cités structurés. Au tournant des années 2010, Patrick Ardide mesure désormais la dimension prise par le trafic de stupéfiants. Et à partir de ces années 2010, un autre phénomène prend de l'ampleur. C'est le début de l'ère des règlements de compte. Les réseaux se font la guerre et les morts s'enchaînent. S'en sont suivis toutes ces séries de règlements de compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir cette guerre dans les années 2010 entre les Blacks et les Gitans. Mais en même temps, vous avez la guerre à fond vert qui se déclare entre les Tirs et les Redmaniens. Là-dessus, une équipe qu'on n'avait pas trop vu venir, l'équipe de Marignane, qui commence à apparaître dans le giron. Des alliances entre fond vert, entre les Tirs en tout cas, et l'équipe Bérébou des Flamands. Et là, ça commence à tirer dans tous les côtés. Voilà. Et ces règlements de compte, ça va être sur du long terme. C'est-à-dire que c'est pas 2 règlements de compte. Ce sont des années à se tirer dessus, à essayer de récupérer là les Micocouliers, là le plan d'Aou, etc. Donc là, ça devient réellement un problème central à Marseille. Et ainsi de suite se met en place un système où les uns éliminent les autres, voire favorisent l'élimination des autres pour pouvoir prendre le plan à leur place. Voilà. Et là, ça devient mortifère, c'est-à-dire qu'on va avoir 20, 30 règlements de compte tous les ans. Ainsi, au début des années 2010, les règlements de compte sur fond de trafic de drogue changent la donne à Marseille. Le public découvre alors la morbide réalité des trafics de stupéfiants. Des quartiers nord au quartier sud, la police judiciaire enchaîne les affaires et la justice se retrouve inondée de dossiers stupes. Petit à petit, on a vu arriver au tribunal, et c'est là que ça a été un gros problème pour nous, des dossiers tentaculaires. Les Oliviers, 28 interpellations, telle cité, 25 interpellations, et ainsi de suite. Les juges d'instruction ont vu arriver des dossiers tentaculaires qu'ils devaient gérer dans des délais absolument limites, de 2 ans, 2 ans et demi, avec 20, 25, 28 personnes, pour ensuite les renvoyer devant le tribunal. Et nous, on voyait arriver, se succéder des dossiers absolument tentaculaires, c'est-à-dire énormes. Concrètement, ça pouvait être 20 000, 30 000 cotes, vous entendez par là, 30 000 feuillets, et on va voir arriver ces dossiers les uns derrière les autres. Face à cette nouvelle réalité, à ce flux de dossiers liés au trafic de stupéfiants, le système judiciaire n'est plus en capacité de tout absorber. S'opère alors un changement de taille. Désormais, les affaires de trafic de drogue ne sont plus forcément jugées devant les cours d'assises, mais passent majoritairement devant le tribunal correctionnel. Conséquence directe de ce changement pour les gros trafiquants, le risque maximum de peine encourue passe de 30 ans de prison à 10 ans d'emprisonnement. Dans notre droit, le fait d'organiser soit une importation, soit un trafic de stupéfiants, d'être à la tête d'une organisation de revente, d'acquisition, de cession de stupéfiants, relève de la cour d'assises. Bien. Le problème, c'est que à un certain niveau, on peut comprendre celui d'un petit plan de stup avec un chef à sa tête ne nécessite pas forcément de réunir une cour d'assises. Donc, il est vrai que les textes permettent de renvoyer ces micro-organisations devant le tribunal correctionnel, donc devant par exemple la 7e chambre en l'occurrence. Le problème, c'est que la multiplication de ces gros réseaux, avec des têtes de réseaux et d'organisations criminelles, a fait que les cours d'assises n'étaient pas prêtes à recevoir toutes ces procédures qui sont encore plus longues, d'ailleurs à développer devant une cour d'assises. Vous imaginez bien, la mise en place d'une cour d'assises est assez lourde. Les jurés, toute une organisation particulière, qui fait que ces dossiers ont bénéficié de ce qu'on appelle une correctionnalisation, c'est-à-dire qu'au lieu de renvoyer ce dossier devant une cour d'assises,
on les a renvoyés devant un tribunal correctionnel. Et évidemment, ces individus, au lieu d'encourir la réclusion criminelle à perpétuité, encouraient 10 ans d'emprisonnement. Cette correctionnalisation des dossiers de stupéfiants change ainsi la donne. Problème, pour Patrick Ardide, cette évolution atténue les peines encourues pour les trafiquants. Lorsque le dossier est renvoyé par le juge d'instruction, on nommait la circonstance aggravante de bande organisée. Ce qui signifie que, devant le tribunal, juridiquement parlant, si vous êtes un dealer, que vous avez acheté de la drogue, 1 kilo, que vous avez revendu au coin de la rue, que vous avez gagné de l'argent avec, vous encourez 10 ans de prison. Si vous êtes un trafiquant international de stupéfiants qui a importé 10 tonnes et pour lequel l'affaire est correctionnalisée, vous encourez 10 ans d'emprisonnement. C'est clair ? Ça, c'est le phénomène de la correctionnalisation. C'est-à-dire que la structure criminelle, et il y en avait quelques-unes quand même, aurait largement mérité peut-être de passer devant une cour d'assises. Autre effet de cette évolution judiciaire pour Patrick Ardide, le passage à la correctionnalisation a joué un rôle sur le trafic. En faisant courir des peines moins lourdes, le tribunal correctionnel n'a pas, selon lui, l'effet dissuasif des cours d'assises. Le fait aujourd'hui pour quelqu'un de savoir s'il transporte 20 kilos de drogue, il encourt 20 ans, d'abord ça va le faire réfléchir, déjà, d'une part. Et deuxièmement, s'il le fait, eh bien, il va déstabiliser le marché parce qu'il va demander beaucoup plus d'argent. Parce qu'il prend beaucoup plus de risques. Or, il ne faut pas oublier que, avant tout, la drogue, c'est un marché. Un marché avec un produit, avec des vendeurs, avec des bénéfices, avec des fournisseurs, avec des transporteurs. Et c'est en agissant aussi sur le marché qu'on arrivera à avoir une action sur le trafic de stupéfiants. On avait des Marocains qui passaient de la drogue dans des voitures depuis l'Espagne, par exemple, qui prenaient 1 500 € pour faire rentrer de l'argent enfin, je sais pas moi, 60 kilos de résine de cannabis. Vous imaginez, 1 500 €, s'ils encourent 20 ans de prison, et les personnes ne seront plus d'accord. Ça va augmenter les prix. Et vous dérégulez un marché, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de déréguler un marché, c'est-à-dire d'augmenter les prix, de déstabiliser un marché. À travers sa carrière, Patrick Ardide a donc suivi l'évolution du narcobanditisme. Au cours de ces audiences, le juge a ainsi pu observer l'organisation de plus en plus élaborée des réseaux de trafic de stupéfiants. Des organisations aujourd'hui en pleine mutation et expansion, au point d'alerter au plus haut sommet de l'État. C'est notamment le cas de la DZ Mafia. Ce groupe criminel, symbole d'une possible cartélisation des réseaux, sera au cœur de la 5e et dernière saison de Cartel Nord. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.